La France Atlas ou notre destinée aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus. Comprendre. Histoire et loi des nations. Chasseur, cueilleur, l'homme se spécialise. Au sein du groupe, certains s'occupent de l'entretien du feu, d'autres du polissage des roches, pendant que d'autres tannent la peau des bêtes. Les plus aptes à chasser s'organisent pour voyager durant plusieurs semaines pour trouver leur proie. Des innovations naissent dans certains groupes, et les rencontres avec d'autres groupes, parfois amicales et surtout violentes, permet le transfert de ces innovations et leurs améliorations. L'homme est fin prêt à conquérir le globe. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, l'homme sent qu'il fait partie d'un tout. Il y a l'atteignable, la terre, les animaux, les plantes, les roches, les ruisseaux. Et il y a l'inatteignable, ce rond lumineux le jour, et ce rond lumineux la nuit. Et puis tous ces milliers de points lumineux qui bougent sans cesse de place la nuit tombée. Le plan des hommes est confondu avec le plan terrestre et le plan cosmique. Et puis il y a nos morts, on les enterre dans l'un pour qu'ils rejoignent l'autre. Après les pluies, la boue. En marchant dessus, la trace de nos pas, et on s'amuse à enfoncer ses mains, puis un doigt. On trace une ligne, un cercle, on gribouille, on représente, on conceptualise. L'artiste est né. Mais la pluie aura bientôt tout effacé le lendemain. L'homme meurt, la technique reste. Après la boue, pourquoi pas la roche? Avec un silex pointu, on taille la roche, on dessine un visage d'homme. On a conscience de nous-mêmes. Et puis, pourquoi s'arrêter là? En taillant encore plus la roche, on peut lui donner la forme qu'on lui souhaite. Qu'est-ce qui inspire les hommes? Les femmes. On sculpte des corps de femmes, pratiques à transporter lors de nos longs voyages de chasse, séparés de notre tendre et chère moitié. Durant les hivers rugueux, on s'abrite dans des grottes. Un fruit dégouline sur une barbe qui devient rouge. On s'amuse avec le jus et on dessine. On écrase des fruits et des plantes et on obtient différentes couleurs. On compose, on dessine des ours, des rhinocéros, des chevaux. Et puis un beau jour, alors que l'homme s'est toujours senti seul dans le règne animal, une louveteau, malade et affamée, passe près d'un camp, à l'odeur de la viande grillant sur le feu. D'abord effrayée, un enfant se prend pitié d'elle. La louveteau tente de le mordre, mais l'enfant la caresse. Elle se laisse faire. L'enfant ressent une joie incommensurable en la caressant. Il lui donne un bout de viande. La louveteau l'arrache et s'enfuit. L'enfant est triste. Le lendemain, la louveteau revient. Tout recommence. Mais au bout de la troisième fois, la louveteau ne part pas. Elle reste près de l'enfant et de sa tribu. L'enfant lui donne un nom et la louve bientôt donnera un louveteau. Le début d'une belle histoire d'amitié gagnant-gagnant entre l'homme et le chien. Nous sommes toujours en période glaciaire. L'homme ne le sait pas, mais malgré une meilleure adaptation au froid grâce à la tannerie et à la confection d'habits chauds, il fait encore trop froid pour le décollage de la civilisation humaine. Il faut toujours courir derrière de nouvelles ressources. En attendant, l'espérance de vie augmente, et avec, on voit la première génération d'enfants à connaître et à être élevés par leurs grands-parents. Dans un monde dangereux, on reconnaissait une aura toute naturelle aux anciens. N'étaient-ils pas ceux qui avaient survécu au péril mortel, ceux qui pouvaient transmettre les techniques de chasse, de tannage, de dessin et de sculpture? Et cette vieille femme, ne savait-elle pas quelle baie était mortelle et laquelle était saine? Et s'ils en savaient autant, ne pouvait-on pas leur faire confiance lorsqu'ils nous racontaient l'origine du monde? Ah, l'origine du monde. L'enfant ne venait-il pas d'un père et d'une mère, qui venaient, eux aussi, d'un père et d'une mère? Comment ne pouvait-on pas se rappeler de ce jour où un chasseur lointain dans le temps avait tué d'une main un ours, ou d'une lance? N'était-ce pas plutôt d'une roche?
Nul ne le sait, mais la légende est restée. Et puis nous étions tout petits, nous, dans notre plan des hommes, face au plan terrestre et au plan cosmique. Qui ne pouvait pas être terrifié par le rugissement d'un ours? N'était-il pas animé d'un esprit puissant? Et puis cette chose qui rampe sur son ventre, qui, en mordant un de nos ancêtres, l'a tué du jour au lendemain. Et surtout, ce point jaune dans le ciel, que l'homme ne pouvait regarder sans se brûler les yeux, qui nous permettait de voir le jour et de nous réchauffer. Chaque jour, il naissait et il mourait, comme nous. Mais pour renaître, il devait être bien plus puissant que nous, car jamais nous n'avons vu renaître l'un des nôtres sur notre plan des hommes. Il pouvait renaître dans le plan terrestre. Tel animal n'avait-il pas des traits caractéristiques d'un être cher récemment décédé? Son esprit était passé dans cet animal. Et puis un membre de la tribu était aussi rustre et sauvage qu'un ours. C'était bien qu'il avait l'esprit d'un ours en lui. L'autre ressemblait à un renard et lui à un oiseau avec son nez d'aigle. Le vent poussait trop fort, il devait y avoir une raison. Un éclair déchirait le ciel, une autre raison. Tout naissait, tout s'animait et tout mourait. Tout était vivant et la vie était dans tout. Ces points blancs et lumineux qui enveloppent la nuit devaient aussi avoir leur raison d'être. C'étaient sûrement nos meilleurs qui s'étaient élevés dans le plan inatteignable, le plan cosmique. En douce, la température augmentait, les glaciers reculaient, le niveau des eaux s'élevait. Un déluge qui resta dans les annales. Les étés étaient plus chauds, les jours plus longs. On avait plus de temps pour observer, pour expérimenter. Un gland tomba sur la tête d'un homme. Le lendemain, le gland était sous terre. Une semaine plus tard, le gland avait germé. L'homme imita la nature, planta et récolta. La révolution de l'agriculture était lancée. Révolution? Non. C'est une rupture dans l'histoire humaine. Pour la première fois, nous comprîmes un mécanisme naturel et nous le répliquâmes. Pour la première fois, nous avions le contrôle sur nos ressources alimentaires et pour la première fois, nous n'étions plus obligés de voyager après épuisement des ressources locales. On rata plusieurs fois, mais on comprit enfin le cycle des saisons. Les graines poussèrent et nourrirent de nombreuses familles. Les champs de culture attisèrent surtout la convoitise des tribus rivales. Il fallut s'organiser. Un homme charismatique prit le commandement de 6 de ses plus courageux chasseurs, les arma et les prépara à la défense du champ de culture. La vie de la tribu était en jeu. Lorsque la tribu voisine attaqua, les hommes défendirent vaillamment le champ et repoussèrent leurs ennemis. Leur chef était mort. Il entra dans la légende. L'armée était née, et avec la hiérarchie et la chaîne de commandement. Le début de la rationalisation des relations humaines et de la division du travail. Le champ d'agriculture était devenu le centre de toutes les attentions, le bien le plus précieux. À base de boue séchée et de cailloux, on commença à bâtir des grottes artificielles près du champ pour que la tribu y vive de façon permanente. Les attaques des tribus concurrentes ne cessaient jamais, et les hommes, éprouvés, demandèrent à recevoir plus de nourriture pour leur famille. Le salariat était né, et la répartition équitable au sein des premières tribus de chasseurs-cueilleurs se rompit. Par la force ou par la séduction, certains obtinrent des faveurs et s'enrichirent par leur pouvoir de distribuer ou non de la nourriture. Tandis que la condition de certains se dégradait, leur seul moyen de subsistance était d'obéir aux possédants. L'espérance de vie augmentait encore, les naissances se démultipliaient, les habitations pullulaient près des nouveaux champs défrichés. Certaines tribus se joignaient à la tribu originelle, les autres étaient faits prisonniers. Mais dans cette lutte à vie, trop de conflits gâchaient encore cette protocité. Il était nécessaire de rationaliser encore plus les relations entre les hommes. On réunit les anciens et les possédants, et on décida par essai et erreur de règles communes. La loi était orale. Sans punition, personne n'écouta et le désordre se poursuivait. On punit de mort toutes celles et ceux qui n'obéissaient pas à la loi. Le désordre se résorba et la vie se propagea encore plus. La cité était née, le début de la civilisation humaine. On parlait le même langage, on obéissait à la même loi, on s'habillait pareil, l'architecture était identique. La géographie locale façonnait les mœurs et les coutumes, les mêmes histoires et les premiers mythes circulaient au sein de la cité. Un même inconscient collectif, un même peuple en construction.
une même nation en devenir. Notre instinct de chasseur-cueilleur, qui, par instinct de survie, nous poussait à l'exploration, était intact. Alors on envoya les militaires à l'exploration. Une autre cité, plein de richesses. D'une armée défensive, passa à l'offensive. On massacra, viola et vola. Des héros naissaient des deux côtés. Des conflits héréditaires entre cités se perpétuèrent. Une fois, on attaquait, une autre, on était attaqué. Pour une maison brûlée, 3 maisons étaient aussitôt construites. La vie se moque bien de nous, car dans nos malheurs, elle continue à se propager. Dans les guerres, les richesses immatérielles étaient le bien le plus précieux. On améliora les techniques pour construire, pour s'armer, pour se défendre, et surtout pour avoir un meilleur rendement des champs de culture. Certaines cités, à force de s'étendre, finissaient par fusionner, voire une des deux engloutissait l'autre. Les us et coutumes s'uniformisaient. Puis un jour, lorsqu'on possède, on meurt. Que faire de notre héritage? Pourquoi faire la différence entre ses enfants? Quel que soit leur sexe, le défunt père ou la défunte mère prescrit avec justice des parts égales à ses enfants. Mais lorsqu'on possède, on en veut toujours plus. Alors les frères et sœurs unis dans le deuil finissent par se disputer pour posséder plus que l'autre. Les règles étant orales, elles changent au gré des personnes d'autorité, les oncles, les grands-parents, les responsables de la cité. La dispute peut aller loin. On tue son frère ou sa sœur pour posséder. Le chaos grandit, il faut une loi claire. Le chef de la cité, qui a assis son autorité sur ses concitoyens, après concertation avec ses conseillers, décide que ce sera l'aîné des enfants qui héritera dans telle cité. Dans une autre cité, un autre chef décide que chaque parent doit choisir avant de mourir lequel de ses enfants recevra son patrimoine. Le testament oral était né. Puis on teste, on rectifie. De la propriété émerge l'inégalité. Les structures familiales changent, s'adaptent. Dans certaines cités, les femmes sont sacralisées. Dans d'autres, les hommes obtiennent de plus en plus de privilèges. Ici, c'est l'autorité du père qui est sacrée. Là, celle de la mère. Puis les récits, les mythes et les légendes émanent de notre vécu. Plus la cité s'agrandit, plus la lignée des chefs se mystifie. Le pouvoir crée le désir. Alors, on se bat pour préserver son autorité. Certains meurent assassinés et des usurpateurs prennent le relais. Leur manque de légitimité accélère leur propagande. S'ils sont chefs, c'est que le cosmos en a décidé ainsi. Le chef spirituel ne l'a-t-il pas confirmé par obtention des faveurs? Pourquoi le cosmos en aurait décidé ainsi? Pourquoi pas, moi, chef de la cité, ne serais-je pas directement un enfant du cosmos à qui m'incombe la tâche divine de diriger ces enfants de la Terre? Non seulement moi, mais ma femme, mes enfants, puis les enfants de mes enfants. Une lignée royale émerge dans cette cité, bientôt une autre émergera ailleurs. On sculpte les membres de la famille royale, des statues peuplent la cité. S'ils sont partout, c'est qu'effectivement, ils doivent être les enfants du cosmos. Nous leur devons pleine obéissance. Pour asseoir encore plus son autorité, on construit des monuments à sa gloire. À chaque bataille, on raconte comment le roi a été héroïque. Puis, la légende mute. Des siècles plus tard, le roi est devenu fondateur de la cité. Pourquoi s'arrêter là? Il est même fondateur du monde. Il est le créateur. La reine aussi. Ils sont divinisés. Un culte officiel se met en place. La hiérarchie dans la cité, que l'on connaît si bien depuis des siècles, se diffuse dans le culte. Des chasseurs-cueilleurs, rappelons, le plan des hommes était confondu avec le plan terrestre et le plan cosmique. Avec la cité, nous dominions la nature, les animaux, les matériaux. C'était bien que le plan des hommes était au-dessus du plan terrestre. Mais tous les hommes de la cité ne se valaient plus. Il y avait des dieux vivants et des paysans. Ainsi, le plan cosmique, celui des dieux anthropomorphes, était bien au-dessus du plan des hommes. La cité transmuta l'animisme-chamanisme en polythéisme. L'instinct de chasseur-cueilleur poussait toujours les hommes à l'exploration. Ils emportaient avec eux leurs traditions et légendes. D'autres cités naissaient, les langues mutaient, les divinités aussi. Mais quelque chose clochait encore. La mémoire des hommes était défaillante. Celles et ceux qui devaient s'occuper des informations liées aux récoltes agricoles oubliaient, mentaient, s'arrangeaient. Il fallait rationaliser le processus, d'autant que l'agriculture était le point vital de la cité. Depuis des millénaires déjà, on savait laisser des traces sur les murs, créer un négatif dans de la boue, sculpter des pierres. Et si on se mettait d'accord pour qu'un trait sculpté dans l'argile veut dire 1, 2 traits, 2, puis un carré ce sera la maison, un rond ce sera le dromadaire. À chaque dessin correspondait un mot du langage courant. L'écriture était en train de naître. La civilisation allait pouvoir s'accélérer. Pour la première fois de son histoire,
Les hommes passèrent d'une mémoire biologique, celle se trouvant dans leur cerveau, à une mémoire matérielle, physique, inaltérable dans le temps. De l'écriture dépendait la survie de tous les hommes, les femmes et les enfants de la cité. Un véritable avantage comparatif. Les guerres entre cités se poursuivaient, les techniques s'échangeaient et s'amélioraient. Puis, pourquoi seulement compter lorsqu'on peut raconter? Les légendes orales devinrent écrites, et c'est elles qui survirent à toutes les autres et qui demeurèrent éternelles jusqu'à nos jours. Les conquêtes s'accélérèrent, l'autorité royale soumettèrent plusieurs cités voisines. Un premier empire naissait. Plus loin, un autre empire à l'état d'embryon venait d'être dévoré par un puissant rival. Sur des siècles durant, s'adaptant au climat et aux géologies locales, les masses humaines divergèrent génétiquement, linguistiquement, culturellement. Un individu naissait ainsi dans un peuple qui lui transmettait légendes et règles communes. Le peuple fait la nation et la nation fait le peuple. Une nation est ainsi une entité vivante, émergente des actions et réactions du peuple la constituant. Elle est motivée par les mêmes forces vitales qui traversent végétaux et animaux. Se nourrir, jouir, se reproduire. Toutes les nations sont traversées par ce même désir de perdurer, de conquérir et de rayonner. Les guerres, la violence, propre du vivant, ne sont que les moyens d'arriver à ces fins. Elles se battent à mort, fusionnent, mutent, jusqu'à assèchement de la sève vitale qui traverse ces nations. À l'assèchement total, les masses survivantes au massacre s'éloignent et les centres de civilisation se déplacent. Les structures familiales mutent dans les anciennes civilisations, la société se verrouille. Des événements climatiques et géologiques impactent négativement puis positivement les nations. Des nouveaux outils voient le jour et changent les rapports humains. Armement, irrigation, transport et surtout la roue. Tous les flux s'intensifient, énergétiques, ressources naturelles, humains, communication et de savoir. L'imprimerie mécanique de Gutenberg accélère les échanges humains. Des siècles plus tard, l'ordinateur et Internet bouleversèrent une nouvelle fois l'histoire en inscrivant son histoire et son savoir dans une mémoire numérique bien plus puissante et utile qu'une mémoire matérielle. Là où les flux se densifient, se trouvent les nations les plus vivaces et les plus en forme. Les nations naissent, grandissent, puis meurent. D'autres nations naissent sur la tombe des anciennes nations. La vie est toujours gagnante. La France Atlas, ou notre destinée, aux éditions Cité française. Écrit et lu par Charles Ferrus.